Cédric Philibert, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez passé plus de 20 ans à l'Agence internationale de l'énergie. Vous êtes un spécialiste du climat, de toutes ces questions d'énergie. Vous êtes chercheur associé au Centre énergie et climat de l'IFRI et auteur, parce qu'il vient tout juste de sortir de ce livre, Éolienne, pourquoi tant de haine? On essaiera peut-être de répondre à cette question au cours de cette table ronde. Vous êtes basé à Paris, Cédric, mais vous êtes né à Grenoble, hein? Je suis né à Grenoble il y a un certain temps déjà. Bon, puis c'est un retour aux sources. Ouais, c'est un retour aux sources. Puis, bon, on n'a pas d'homme politique finalement sur ce plateau, mais la politique grenobloise, vous l'avez testée pendant quelques années. Oui, un tout petit peu. J'ai été candidat écologiste au municipal en 77 et puis aux législatives, j'étais revenu. J'étais déjà parisien, mais je suis revenu aux législatives de 93. Il y a prescription. Bon. À côté de vous, enfin de l'autre côté, Patrick Jolivet. Bonjour. Bonjour. Patrick, directeur des études socio-économiques de l'ADEME. On a vu tout à l'heure que l'ADEME était partenaire de cette chaire. Vous nous expliquerez dans quelques instants justement les différentes études d'opinion que vous pouvez mener sur les sujets qui nous concernent. Et puis, Karine, évidemment, est à mes côtés également en tant que coordinatrice de cette chaire. Karine, puisqu'on va parler du climat, du réchauffement au cours de cette table ronde, il y a deux outils pour mesurer la température. Il y a le thermomètre et le baromètre qui permet de se projeter un peu. Et c'est un outil que vous développez avec Grenoble École de Management pour prendre le pouls du marché de l'énergie en France. Merci Thibaut et encore bienvenue à Cédric et Patrick. Je suis vraiment ravie de vous avoir à mes côtés. Alors en effet, chaque année, Grenoble École de Management initie un baromètre du marché de l'énergie. Alors je vais faire un petit point de vigilance méthodo. Il s'agit d'un baromètre qu'on adresse chaque année à un pool d'experts qu'on nourrit chaque année et qu'on choisit de 2000. On a à peu près 2000 adresses. Les réponses sont volontaires, anonyme et confidentiel, donc on ne peut pas contrôler en fait qui répond. Donc il peut y avoir des biais méthodologiques et des biais dans les réponses que là on ne corrige pas parce qu'il ne s'agit pas d'une publication académique, mais comme tu l'as dit, il s'agit de prendre le pouls. Et comme on lançait en fait ce nouveau cycle de recherche, on s'est dit cette année on va poser les questions aux experts sur le retard constaté, comme je l'ai dit en introduction, sur les énergies renouvelables, et de voir en fait à quel point ce problème d'adhésion sociale qui a été mentionné déjà à de nombreuses reprises peut être bloquant, et est-ce qu'il est différent aussi par énergie, par infrastructure, pardon. Donc cette année, on a eu 100 participants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, ils ont tous un lien plus ou moins fort dans le secteur de l'énergie. Alors, la première question qu'on leur a adressée était finalement, pense-t-il qu'en 2030, la France n'atteindra pas non plus les objectifs qui sont fixés par la Commission européenne en matière de déploiement d'énergie renouvelable? Et ils sont à 70% à répondre que certainement pas. Alors, quand on leur demande aussi plus précisément par 3 types d'infrastructures d'énergie renouvelable, à savoir là l'éolien terrestre, l'éolien maritime, ou le PV au sol, les parcs solaires au sol, on voit en fait que les principales causes sont multiples. On peut noter notamment un problème de procédure qui est très long, de mise en place en fait, d'avoir des autorisations au niveau de certains projets qui sont vraiment un frein qui a été bien noté. Les experts aussi mentionnent le manque d'engagement politique au niveau national en matière de déploiement des énergies renouvelables. Et après, alors je ne sais pas si vous le voyez, oui, sur la slide, vous la voyez à l'écran, tout en bas, pour l'éolien terrestre, on voit qu'il y a un problème d'adhésion sociale au niveau local. Du coup, ça ne fait que conforter l'objet de nos recherches dans le cadre de ce nouveau cycle qui démarre sur 3 ans. Ensuite, quand on leur demande un peu plus dans le détail, alors encore une fois, nous avons questionné ces experts au sujet de leurs sentiments sur le niveau d'adhésion sociale de la France, des Français d'une manière générale, sur différentes infrastructures. On note quand même que nos résultats sont plutôt cohérents avec ce qu'on observe et ce qu'on lit aussi dans la littérature, à savoir que le photovoltaïque est une infrastructure qui est plutôt bien acceptée, et d'autant plus acceptée si jamais elle ne vient pas en conflit avec d'autres usages.
ce qui est le cas donc, du photovoltaïque qu'on installe sur les toitures ou encore le cas des ombrières sur les parkings qu'on peut installer. Et là, on voit qu'il y a d'autant encore mieux un co-bénéfice puisque dans le cadre des ombrières, on va non seulement fournir de l'ombre en été aux voitures, les pauvres, elles ont chaud, et en plus, on peut éventuellement leur donner accès à de l'électricité pour les véhicules électriques. Ensuite, il y a de nouveaux usages où on va rentrer plutôt en concurrence, là, cette fois-ci, avec la production, enfin, le monde agricole, à savoir l'agrivoltaïsme. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est une infrastructure qui nous intéresse parce que c'est en essor. Et là, la concurrence, elle vient avec l'exploitation agricole ou encore la méthanisation. Et les experts nous disent, par exemple, pour la méthanisation, un des freins à cette adhésion, ça va être les problèmes olfactifs ou sonores. Alors, sonores, parce que pour faire circuler ces intrants sur les sites, il faut des camions. Et pour les odeurs, aujourd'hui, il existe quand même des techniques qui permettent voilà, je pense que M. Rivollet en parlerait mieux que moi, mais de réduire cet effet. Et après, juste sur cette slide, il y a un résultat qui est intéressant, qui est à mettre en perspective entre le nucléaire et l'éolien. Le nucléaire qui, malgré des stigmas qui peuvent être associés au risque d'accident ou à la gestion des déchets, on voit bien là qu'il y a un niveau d'acceptation qui est meilleur et bien meilleur que celui de l'éolien terrestre, où là, on voit que 80% de nos experts pensent que c'est une très faible, voire faible adhésion au niveau national. Et l'éolien terrestre, quand on leur demande en fait quelles sont les raisons de ce faible adhésion, vous le savez, c'est les problèmes qu'il va y avoir sur l'impact sur le paysage et l'impact sur la valeur immobilière des biens qui se situent à proximité. On y reviendra plus tard, mais pour le nucléaire aussi, ça marque quand même aussi quelque chose qui est très franco-français, avec une part du nucléaire dans le mix électrique qui est majoritaire et depuis longtemps. Et donc là, on est dans une dépendance de sentier et on voit bien qu'il y a un niveau d'acceptation par rapport, on a cité tout à l'heure l'Allemagne, qui est significativement plus élevé. Et enfin, donc là, c'est juste du détail. La dernière question qu'on a adressée à nos experts, c'est finalement quelles seraient, parmi un lot de 10 mesures qu'on leur a soumis, lesquelles penseraient-ils qui permettraient donc d'améliorer cette adhésion sociale. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'informations sur la slide, mais je vais vous la faire très rapide. Alors, celle qui a recueilli le plus de votes est bizarrement une mesure qui a été retirée dans le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables qui a été voté il y a 2 mois. En l'occurrence, il s'agit de la mise en place d'une remise forfaitaire pour tout riverain qui habiterait à proximité d'une infrastructure. Alors, les raisons pour lesquelles ça a été enlevé sont multiples, mais on peut dire que cette rétribution attribuerait d'une manière automatique une compensation pour quelque chose qui fait défaut, alors que l'idée, c'est justement d'adhérer et de fédérer autour de ces infrastructures. Après, il y a tout un lot de mesures. Si on les additionne, on voit qu'elles ont une part importante. C'est le rôle justement de ces citoyens dans le développement de ces projets, que ce soit en amont, pendant ou après, au moment des décisions, des concertations, mais aussi sur l'accès en fait à la participation financière, d'avoir un regard sur le mode de gouvernance, de financement, et d'avoir une participation à ces projets-là. Voilà. On reparlera tout à l'heure de l'aspect financier qui peut peut-être être un des leviers. Une centaine d'experts ont donc participé à ce baromètre. Réponse anonyme, on ne peut pas savoir donc si Cédric Philibert fait partie de ces experts? Moi, je pense que oui. J'ai vu une citation. C'est pas vous? Ah, il va garder le secret. Bon, on n'en saura pas plus, effectivement, c'est anonyme, donc on respecte l'anonymat jusqu'au bout. Patrick Jolivet, vous aussi, vous avez à l'ADEME un baromètre. Ce sont les études d'opinion que vous menez tout au long de l'année. Est-ce que le sujet environnemental fait partie des principales préoccupations des Français aujourd'hui? Alors, parmi les principales préoccupations des Français, oui, depuis quelques années. Alors, ce qui n'était pas le cas traditionnellement. On voit là, donc, tous les ans, on plusieurs baromètres à l'ADEME, dont un historique qui s'appelle les représentations sociales du changement climatique. On est à la 23e édition l'année dernière, donc
pose depuis l'an 2000. Donc, on pose les mêmes questions, donc ça permet de connaître l'état, l'évolution de l'opinion publique sur ces sujets depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et puis un autre sur la qualité de l'air et les énergies renouvelables qui est un peu plus récent, qui est une petite dizaine d'années dont je parlerai également tout à l'heure. Et donc, sur le premier, sur les Français et l'effet de serre, on pose depuis une vingtaine d'années une première question parmi la douzaine de sujets suivants, lesquels sont pour vous des sujets importants pour la France. Donc, il y a évidemment le chômage, l'emploi, la hausse des prix, l'insécurité, l'immigration, enfin, un certain nombre de sujets de société qui se sont sédimentés comme ça dans l'opinion publique depuis une vingtaine d'années. Il y a l'environnement, et depuis 3-4 ans, depuis 2019, l'environnement sort systématiquement comme un des 2 ou 3 sujets principaux de préoccupation pour les Français. Alors, en 2019, c'était même ex-aequo avec le chômage. 2020-2021, la question de la santé publique, on comprend pourquoi, est ressortie très fortement. Et 2022, on le voit, c'est une hausse tout à fait atypique dans les enquêtes d'opinion. La question de l'inflation, la hausse des prix, vous voyez, qui a pris une vingtaine de points en un an, une trentaine de points en un an. On voit que les préoccupations liées à l'inflation au pouvoir d'achat sont ressorties très fortement l'année dernière. Mais donc, oui, depuis au moins 3-4 ans, la question de l'effet de serre du réchauffement climatique ressort très fortement dans les principales préoccupations des Français. Bon, la tendance va dans le bon sens en tout cas. Quels sont les problèmes environnementaux qui préoccupent le plus les Français dans vos enquêtes? Alors là, c'est aussi intéressant donc même questionnaire, parmi les questions d'environnement, lesquelles sont selon vous les plus préoccupantes. Historiquement, les deux réponses qui ressortaient, c'était qualité de l'air, qualité de l'eau. Il y a une vingtaine d'années, c'était qualité de l'air, qualité de l'eau et puis déchets. Et on voit là aussi sur la slide que alors pour faire simple, depuis le Grenelle de l'environnement, depuis 2007-2008, c'est clairement l'effet de serre, le réchauffement climatique qui ressort comme principale préoccupation. Donc c'est la courbe en bleu que vous voyez en haut. Alors, avec un creux post-sommet de Copenhague 2009. Et puis ça remonte ensuite. Et vous voyez aujourd'hui que c'est clairement la principale préoccupation environnementale. Elle ressort à plus de 43%. Et loin derrière, on a la préservation de l'aération de la faune et de la flore, donc des questions de biodiversité. Puis ensuite, les autres sujets traditionnels, qualité de l'air, qualité de l'eau, déchets. Et donc, c'est très clairement parmi l'ensemble des préoccupations environnementales, l'effet de serre, le réchauffement climatique qui ressort comme la principale. On évoquait tout à l'heure le nucléaire. Finalement, les préoccupations autour de cette énergie sont assez faibles dans vos enquêtes. Restent assez faibles. Alors, on a d'autres questions sur le nucléaire sur lesquelles on pourra venir, mais les préoccupations sur le sujet restent assez faibles. Ce qui est étonnant, là on n'a pas mis le chiffre ici, c'est que le nucléaire ressort de façon assez nette comme une des sources du réchauffement climatique aux yeux des Français. C'est leur opinion, ce n'est pas forcément la réalité scientifique, mais cette prise de conscience, on va dire, de la population française que vous notez depuis quelques années, est-ce qu'elle est liée aussi avec le fait qu'ils sont aujourd'hui de plus en plus confrontés, les habitants du territoire, à ces phénomènes de réchauffement climatique, avec les sécheresses, avec les aléas du climat, des tempêtes, etc. Tout à fait. Là, on vous a mis une diapo qui est assez significative. On demande aux Français quel est là où vous habitez, est-ce que vous avez déjà subi vous-même concrètement les conséquences du réchauffement climatique? Donc, on pose cette question depuis une dizaine d'années. Vous voyez qu'il y a 10 ans, la première fois en 2014, on avait en gros une répartition 3/4, 72% qui répondaient non. Là où je vis, je n'ai pas subi les conséquences du réchauffement climatique. Et 28%, un gros quart qui nous répondait oui. Et pour la première fois l'année dernière, les courbes, excusez-moi, les courbes se sont inversées et on a une petite majorité, 51-49, une petite majorité de Français qui nous répondent que là où ils vivent, ils ont subi les conséquences du réchauffement climatique. Donc, on voit bien que pour l'opinion publique, les phénomènes climatiques extrêmes récents, notamment depuis 5, 6 ans, 7 ans, les canicules récurrentes tous les ans, tous les 2 ans, ce qu'ils peuvent entendre aussi. Alors, il y a des phénomènes médiatiques, les méga-feux, les inondations, mais ne serait-ce que les épisodes caniculaires qu'on connaît à répétition en France depuis quelques années ont marqué l'opinion des Français. Et aujourd'hui, une majorité de nos compatriotes, une petite majorité, mais une majorité néanmoins, nous disent qu'ils subissent dans leur quotidien, là où ils habitent, les conséquences du réchauffement climatique. Je crois que vous testez aussi auprès de ces Français les solutions qu'ils ont envie de mettre en avant pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, effectivement, on leur demande, face à cette situation, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qui est intéressant, c'est que très majoritairement, vous voyez, plus de 60%, ils nous répondent il faudra modifier nos modes de vie. Il faudra modifier de façon importante nos modes de vie.
63%. Et très loin derrière, les Français rejettent la responsabilité sur l'État en disant c'est aux États de trouver une solution à un niveau international, ce n'est pas à nous, c'est aux États. Et encore plus loin derrière, 11%, donc à peine plus d'un Français sur 10 nous disent il n'y aura pas trop de problème, c'est la technique qui va nous sauver. Le progrès technique permettra de trouver des solutions au changement climatique, 11%. Donc on voit qu'on a en gros 6 fois plus de Français qui nous répondent qu'il va falloir modifier leur mode de vie qu'on va pouvoir se reposer sur le progrès technique. Et après, on pose un certain nombre de questions sur qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre comme politique publique. Et là, on a aussi des réponses intéressantes où on voit qu'il y a une demande de la part de nos compatriotes de politique publique assez volontariste et que les notions d'interdiction, de réglementation, voire de taxation ne sont pas du tout rejetées par une majorité de nos compatriotes, comme on peut l'entendre parfois. Alors, à travers ces études, vous l'avez dit, vous testez aussi de façon plus récente les énergies renouvelables. Là aussi, il y a des enseignements intéressants. Comment ces énergies renouvelables sont appréhendées aujourd'hui par les Français? Alors, clairement, aujourd'hui, les deux énergies renouvelables qui sont spontanément connues par les Français, c'est l'éolien et le solaire. Quand on demande aux Français quelles sont les énergies renouvelables que vous connaissez, en question ouverte, donc on ne suggère aucune réponse, on a l'éolien et le solaire qui ressortent à plus de 60%. Ensuite, on a l'hydraulique. Un quart des Français citent spontanément l'hydraulique. Et toutes les autres énergies renouvelables sortent autour de 10-15%, voire moins de 10%, notamment la biomasse ou autre. Voilà. Ensuite, ce qu'on a observé l'année dernière dans les réponses, c'est une forte augmentation des taux de réponse, donc une plus forte connaissance des ENR, ça c'est intéressant, et une plus forte connaissance également des avantages comme des inconvénients des énergies renouvelables, qui rejoignent en partie ce qu'a présenté Karine tout à l'heure. Donc ça, c'est une deuxième chose. Donc on voit que les débats récents sur l'énergie, sur la politique énergétique, sur les éoliennes probablement également, ont accru la prise de conscience de nos compatriotes vis-à-vis des enjeux relatifs à l'énergie en général et aux énergies renouvelables en particulier. On observe un accroissement de la prise de conscience. Et peut-être pour faire le lien avec Cédric et la question de l'éolienne, on pose aux Français la question, est-ce que vous accepteriez des installations d'énergie renouvelable près de chez vous, à moins de 1 km ou à moins de 5 km? Pour la méthanisation ou pour l'hydrogène, on a plus de 50% des Français qui nous disent qu'ils l'accepteraient bien volontiers. Pour l'éolien, et c'est la slide que j'ai sélectionnée pour vous aujourd'hui, on a depuis une dizaine d'années, alors il y a 10 ans, on avait une large majorité de Français qui nous répondaient oui, pas de problème pour qu'il y ait des éoliennes qui s'installent à moins d'1 kilomètre de chez moi. Les courbes se sont inversées il y a 2 ans, et depuis 2 ans, sans doute du fait des prises de parole médiatiques, des prises de parole politiques, des contestations locales, mais je pense que Cédric Philibert abordera le sujet. Depuis 2 ans, les courbes se sont inversées et on a une majorité de Français, une majorité relative, hein, mais les majorités relatives sont d'actualité, majorité relative qui nous répond que non, ils n'accepteraient pas d'avoir un champ, alors c'est un petit champ, un 5 à 10 éoliennes à proximité de leur domicile. Alors, la tendance qui risque effectivement d'alimenter le débat dans les prochaines années. Cédric Philibert, Karine évoquait tout à l'heure le retard pris par la France sur le développement des énergies renouvelables. Quelles sont les énergies à développer en priorité? Patrick parlait de l'éolien et le solaire qui font partie du commun, du quotidien des gens aujourd'hui. Alors, les Français ont beaucoup de bon sens parce qu'ils ont identifié les 2 énergies qui offrent les plus grands potentiels et de très loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'énergie renouvelable la plus utilisée dans le monde, c'est la biomasse, y compris dans l'industrie française, c'est la biomasse. Et puis, pour ce qui est de fabriquer de l'électricité, c'est encore l'hydroélectricité. Mais c'est en train de changer et rapidement parce que le solaire et l'éolien ont vu leur coût divisé par 10 pour le solaire et par 3 pour l'éolien et par 5 pour l'éolien maritime. Et les potentiels sont illimités à notre échelle. Et donc, ça donne des potentiels de développement absolument considérables. Et on a complètement modifié la perception qu'on pouvait avoir finalement de la transition énergétique elle-même. Il y a 10 ou 15 ans, et ça se voit dans les rapports du GIEC successifs, on a un grand panaché de solutions. Il y a un peu de tout. Aujourd'hui, on sait maintenant, par exemple, on n'imaginait pas il y a 13 ans qu'on allait consommer plus d'électricité.
On disait il y a des économies d'énergie, il y a les lampes LED, donc on va consommer moins d'électricité grâce à l'efficacité énergétique. Et maintenant, on a complètement renversé ce point de vue-là, en France et dans le monde, dans la stratégie nationale bas carbone, l'étude de RTE ou les études de l'AIE, etc. C'est au contraire, on va à la fois réduire de 40% notre consommation d'énergie et augmenter de 60% notre consommation d'électricité. Alors les gens disent, mais c'est impossible, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est contradictoire. Non, c'est parce que l'électrification elle-même apporte un gain d'économie d'énergie considérable dans l'énergie finale, parce que quand on électrifie un véhicule, il va y avoir une efficacité totale sur l'électricité produite de 70%, ça va être transformé en mouvement, alors que sur les carburants routiers, l'efficacité elle est en moyenne de 30%. Pardon? Bon. Hein? Bien. On prendra peut-être les questions tout à l'heure. Il y aura un temps qui sera dévolu pour ça. Ensuite, quand on fait du chauffage, on chauffe avec des combustibles. On dit les chaudières sont efficaces, 95%, on ne peut pas faire mieux. Eh bien, si, on peut faire mieux parce qu'avec une pompe à chaleur, pour 1 kWh d'électricité, on va en fait mettre 3 kWh ou 4 kWh de chaleur dans la maison. On va la puiser dans le milieu extérieur froid, on va la mettre dans le milieu intérieur chaud. C'est exactement ce que fait un frigo. Simplement, les volumes sont inversés, si je puis dire. Et donc, on va se chauffer avec 3 fois moins d'énergie grâce à l'électrification. Et en fait, quand on dit on va passer de 1600 TWh d'énergie finale à 930 dans le rapport RTE, l'essentiel de cette réduction des consommations s'est effectué par l'électrification elle-même. Et puis, il y a aussi évidemment des économies d'énergie, il y a l'isolation des maisons, il y a bien sûr. Voilà, donc c'est un renversement, c'est un changement quand même très profond de la façon dont on peut imaginer une transition énergétique. On sait aujourd'hui, et c'est ça que je voudrais peut-être montrer dans la slide suivante, c'est très clair dans le tout dernier rapport du GIEC, le rapport qui vient d'être paru, qui est paru il y a quelques jours. En mars, voilà, on a ici les options de réduction, mitigation, ça veut dire les options de réduction des émissions, et on voit que le solaire et le vent, dans le domaine de l'énergie, sont de loin les principales. Alors, parce que souvent, les gens nous ressortent des rapports qui ont 5 ans, qui ont 10 ans. Les rapports qui ont 5 ans ou qui ont 10 ans, ils sont très bien, mais beaucoup de choses ont changé. Les choses ont changé très vite. Et ils nous disent, par exemple, vous voyez, le nucléaire, c'est bas carbone. Oui, on ne discute pas, le nucléaire, c'est bas carbone, mais regardez le potentiel, et surtout le potentiel bleu, c'est-à-dire celui qui est à coût nul, eh bien, il est très petit. Alors que le potentiel bleu du vent et de l'éolien, il est très grand. Et en fait, si on prenait la table totale, parce que là, je n'ai pas toutes les options, il y a aussi ce qu'on peut faire dans l'agriculture, ce qu'on peut faire dans la foresterie, les économies d'énergie, on voit que le potentiel de réduction à coût nul, il est plus grand même pour le solaire et le vent que pour les économies d'énergie. On dit toujours l'énergie la moins chère, c'est qu'on économise. Non, ce n'est pas vrai. C'est le solaire et c'est le vent aujourd'hui. Et c'est ce qu'il y a dans le dernier rapport du GIEC. Et il faut le montrer, il faut le dire, il faut le savoir. Donc les Français, je crois, ils ont bien vu qu'il y avait une dynamique sur l'éolien et le solaire. On a vu des éoliennes sortir de terre là où il n'y en avait pas. On commence à voir du solaire. Donc, ils perçoivent bien qu'il y a une dynamique qui n'est pas du tout la même que celle qu'on a avec la géothermie, avec le solaire thermique qui permet de chauffer l'eau. Tout ça avance un peu, mais pas du tout sur le même rythme que l'éolien et le solaire. Et il y a des très bonnes raisons à ça. Et pour autant, quand on écoute Patrick ou Karine, l'éolien a du mal à être accepté par une partie de la population. J'ai envie de vous demander pourquoi tant de haine. Alors, exactement. Alors, d'abord, il y a évidemment, l'idée basique, c'est de dire c'est le NIMBY, c'est le Not in my backyard syndrome, les gens n'en veulent pas près de chez eux. C'était le slide de tout à l'heure présenté par Patrick. Il y a une part de vrai, bien entendu, parce que des tas de gens n'ont pas envie de voir leur environnement immédiat changer. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Rien, il n'y a pas de répartition de la valeur qui va dans ma poche. En fait, si, parce que par l'intermédiaire de la fiscalité, mais on ne le sent pas, on ne le perçoit pas. C'est la ville qui m'impose ça, c'est pour alimenter les grandes villes. Moi, je suis à la campagne, je suis tranquille. Par ailleurs, les services publics se dégradent, j'ai plus de médecins, j'ai plus de services publics à côté de chez moi, il faut que je prenne la voiture pour aller à la poste, donc on occupe mon territoire sans m'apporter rien et en même temps, ma vie se dégrade. Donc, il y a une résistance naturelle, spontanée. Mais là-dessus, c'est greffé depuis des années une entreprise de diabolisation qui, elle, est basée sur la désinformation et le mensonge. Et je vais donner deux, trois exemples.
et c'est pour ça que j'avais choisi l'éolien pour expliquer la transition énergétique aujourd'hui. C'est parce que je voyais bien, avant d'avoir vu vos chiffres, qui sont intéressants, que c'était remis en question, l'éolien. Il y avait le président de la République qui a dit à Belfort, on va développer les renouvelables, mais l'éolien, on va faire en 2050 ce qu'on devait faire en 2030. Donc, on va reculer, on va freiner sur l'éolien terrestre. Il y avait les appels de quelques animateurs de télévision, de quelques intellectuels parfois, etc., qui disent l'éolien, c'est vraiment horrible, nos belles campagnes défigurées, etc. Bon. Et autour de moi, je voyais bien qu'il y avait des gens qui ne savaient plus quoi penser. Alors, il y a des gens qui sont parfois, qui ont compris que le fossile, c'est pas bien, qui se disent le nucléaire, c'est quand même un peu dangereux. Alors, évidemment, plus on s'éloigne de Fukushima, moins on a le sentiment du danger. Mais c'est à chaque fois pareil. Hein, puis à chaque fois, il y a un nouvel accident. Ça reviendra. Enfin, bref. On verra bien, j'espère que non. Mais l'histoire, c'est comme ça. C'est des vagues qui remontent après un accident, après Mary Island, après Tchernobyl, après Fukushima. Ça baisse très fortement, puis après, ça remonte tout doucement. Là, ce qui est amusant, c'est que la confiance dans le nucléaire revient alors que le nucléaire fonctionne de plus en plus mal. Et ça, c'est un autre paradoxe. Donc, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est qu'il y a des oppositions presque professionnelles contre l'éolien. Il y a des fédérations qui sont montées, Alors, c'est né aux États-Unis. C'est né parce que d'abord, l'éolien, c'est avant tout une menace pour les énergies fossiles, pour le charbon, pour le pétrole, pour le gaz, qui ont énormément d'argent. Ce serait ces lobbies-là qui animeraient ces réseaux? La plupart des mensonges qu'on entend aujourd'hui, ou des désinformations, des exagérations parfois, ont été concoctés dans les think tanks d'extrême droite, nourris par le pétrole aux États-Unis et en Australie. Et je voudrais montrer quelques-unes de ces exagérations. Quelquefois, il y a un fond de vérité. Une éolienne, il y a un petit peu d'artificialisation. Vous allez voir, si je regarde toute l'artificialisation du système électrique dans les différents scénarios, ça se mesure en quelques centaines d'hectares par an. Et je compare avec les artificialisations de toutes les causes, les routes, les autoroutes, les bâtiments, les centres commerciaux, etc. Et là, on se situe entre 15 000, alors selon les mesures, entre 15 000 et 60 000 par an. On veut diviser ça par deux. On voudrait arriver entre 8 000 et 30 000 hectares par an. Là-dessus, l'électricité et enfin, voilà, la transition énergétique, la production d'électricité par des renouvelables, selon les scénarios où plus de renouvelables, c'est un peu plus, mais c'est 700 hectares par an dans le pire des cas, 600 dans le cadre du scénario M23, qui est probablement celui qu'il faut privilégier, et seulement 300 dans le scénario qui a beaucoup de nucléaire. Donc, c'est vrai que c'est un peu moins d'artificialisation, on pourrait même dire 2 fois moins, mais on est dans le tout petit par rapport à l'ensemble des causes. Et c'est très souvent comme ça que procède la désinformation sur l'éolien et sur le solaire. Elle dit il y a 2 fois plus de CO2 dans la fabrication des usines que pour le nucléaire. Oui, mais on parle de 6 grammes ou de 12 grammes qu'il faut comparer à 400 grammes pour le gaz et à 1 kilo pour le charbon. Donc, on est dans l'épaisseur du trait avec ces choses-là. En fait, si on regarde les éoliennes artificialisent très peu les sols parce qu'elles sont verticales. Donc, il y a une part d'artificialisation, il y a une part d'imperméabilisation qui est très petite, c'est le socle de l'éolienne, c'est même pas le socle, c'est vraiment la partie de l'éolienne. Et puis c'est tout. Donc, c'est très peu sur l'éolien. Et curieusement, et ça, j'ai découvert en fait que l'éolien passait bien et qu'on pensait que le solaire passait bien, mais j'ai découvert qu'à l'Assemblée nationale, le solaire passait pas bien du tout. L'éolienne était absolument agonie par la droite et l'extrême droite, et j'ai découvert que la gauche et les écologistes soutenaient le solaire comme la corde soutient le pendu, c'est-à-dire il faut tout mettre sur les toits, tout mettre sur des surfaces déjà artificialisées, oui, pas de nouvelles, jamais de centrale au sol. Si je regarde une centrale au sol, en fait, ça imperméabilise 10 fois moins de surface qu'une éolienne. C'est quand même extraordinaire. Et ça artificialise aussi beaucoup moins qu'une éolienne. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des co-usages absolument partout. On peut laisser des moutons paisser sur les paîtres sous les panneaux solaires. On peut faire de l'agrivoltaïsme, bien entendu. Mais là, on a quand même une loi la loi dite d'accélération des renouvelables, qui interdit de mettre des panneaux au sol si avant c'était agricole ou sylvicole. On n'a pas le droit de défricher 25 hectares pour du solaire. Pour du solaire. C'est la seule activité économique
qui n'a pas même le droit de déposer une demande d'autorisation de défrichement. Une autorisation de défrichement, ça s'instruit, il faut montrer qu'on compense, il y a une compensation forestière, il y a une compensation pour la biodiversité, voilà, ce n'est pas donné à tout le monde et pour faire n'importe quoi, mais c'est possible de le faire pour une route, pour une ligne TGV, pour une ligne à haute tension, pour un centre commercial, un centre de loisirs, une méga bassine, que sais-je encore. C'est possible. Mais pour le solaire, non. C'est la seule activité qui est interdite de sol, alors que son occupation au sol est absolument minime. Et je voudrais donner encore un petit exemple. J'ai comparé ça avec les surfaces qui servent au biocarburant. Le biocarburant, ça fournit 7% de nos carburants automobiles et ça occupe 1 million d'hectares. Pour faire tout le photovoltaïque des scénarios où il y a 125 gigawatts, le scénario M23, il nous faudrait 125 000 hectares. À peine 10%. Voilà, même pas. Oui, c'est ça. Autour de un peu plus. Mais 10% de ce que nous avons en biocarburant. En pourcentage de la surface agricole utile, on est moins de 1%. Donc, on nous dit il faut attention à la souveraineté alimentaire, mais ce n'est pas là qu'elle se joue, évidemment. C'est dans le rapport entre protéines végétales, protéines animales, entre beaucoup d'autres choses, bien entendu. Et pour la biodiversité, je vous assure qu'il vaut mieux quelques panneaux sous lesquels il y a une herbe qui peut être une prairie d'herbe haute ou une prairie humide, plutôt qu'une monoculture, une sylviculture monotone de pin comme dans la forêt des Landes, et beaucoup mieux que des biocarburants pour lesquels il y a des intrants, il y a des pesticides, il y a une consommation d'eau considérable, etc. Donc, voilà, on se trompe complètement. Là, il y a beaucoup d'illusions sur le solaire, mais aussi sur l'éolien. On a grossi démesurément les petits défauts des éoliennes. On a voulu voir que ça pouvait tuer quelques oiseaux et quelques chauves-souris. On n'a pas voulu voir que ça venait tout en bas des causes après les pesticides à nouveau, les vitres, les pare-brises, les chats, la chasse. Voilà. Et tout en bas, vous prenez les revues, les papiers internationaux de BirdLife International, vous voyez que c'est tout à fait en bas des causes d'érosion de la biodiversité. Mais c'est au nom de la biodiversité qu'on n'a pas vraiment soutenu l'éolien dans cette loi et à l'Assemblée, et c'est très dommage. C'est un paradoxe vraiment en avoir besoin. Un paradoxe de cette loi que vous soulignez, puisqu'elle a vocation normalement à accélérer le développement de ce type d'énergie. Karine, ce rejet de l'éolien que pointe du doigt Cédric Philibert, est-ce qu'il est surestimé par rapport à vous, ce que vous pouvez avoir ressenti dans les études que vous menez? Alors, je vais peut-être vous donner un peu de frustration parce qu'on démarre à peine. Donc, on n'a pas eu l'occasion encore de lancer une telle étude, mais on ambitionne. En revanche, par contre, on a commencé avec Frédéric Bally, qui est ici présent, postdoc en collaboration avec la chaire Territoire en transition, de regarder finalement comment se construit la légitimité de l'infrastructure de l'éolienne, mais aussi du nucléaire, à partir de ce qu'on appelle donc, du topic modeling, qui est de l'analyse textuelle et statistique. Donc, c'est quand même quelque chose de très factuel, à partir d'un corpus d'articles de presse nationale et de presse locale. Alors, j'ai les chiffres sous les yeux, pas sûr, mais sous. On a regardé sur une longue période, de 2005 à 2022. On a collecté 60 000 textes pour le nucléaire et 18 000 textes pour l'éolien. On a découpé en 3 périodes qui vont certainement vous sembler pertinentes, en tout cas, je le trouve. 2005-2010, 2011-2016, 2017-2022. Et l'idée, donc, on est vraiment aux prémices, donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus. L'idée, c'est d'avoir une analyse à différents niveaux, donc éolien versus nucléaire, presse locale versus presse nationale, et est-ce que justement on a une évolution de la légitimité du langage dans ces corpus au cours du temps. Alors, les premiers constats, quand on regarde la différence entre l'éolien et le nucléaire au sujet donc, des contestations, et donc inversement sur l'acceptabilité, l'adhésion sociale, on trouve, et ça ne va peut-être pas vous étonner, que c'est beaucoup plus polarisé pour l'éolien. Ça fait donc suite à ce que vient d'expliquer Cédric, par rapport au nucléaire. Et les critiques, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour l'éolien, elles se concentrent sur l'impact paysager, l'impact sur la biodiversité, et en particulier pour l'éolien offshore, où là, la biodiversité est mise plus en avant.
et l'impact aussi sur la valeur patrimoniale. Alors que sur le nucléaire, on est sur des commentaires beaucoup plus factuels, sur des incidents, sur la gestion des déchets, des accidents mineurs, etc. Et donc, c'est décrit d'une manière beaucoup plus factuelle. Ensuite, si on regarde la différence entre presse nationale et presse locale, là aussi, on voit une différence de ton, une nuance qui est, et toujours si on regarde sur les contestations, parce qu'il y a bien sûr plusieurs sujets qui concernent ces deux infrastructures, la presse locale, là aussi, mettrait un accent plus fort, plus prononcé sur les critiques, que ce soit sur l'éolien ou d'ailleurs ou sur le nucléaire. Bon, on a plus de détails, mais je pense qu'on n'a pas vraiment le temps là. Et enfin, et c'est très intéressant, et ça revient un peu à ce que vous avez montré, Patrick, tout à l'heure, au cours du temps, quelles sont les évolutions qu'on voit? Alors déjà, au cours de la première période, je vous rappelle, donc 2005-2010, on sent qu'il y a un mouvement anti-nucléaire qui est très fort et qui est présent en fait dans la presse, qu'on ne retrouve plus en fait dans les périodes suivantes. Ensuite, quand on regarde sur la composition du mix et le rôle de l'éolien et du nucléaire, ils sont côte à côte sur les deux premières périodes, c'est-à-dire de 2005 à 2016, puis place au nucléaire à partir de 2017. Et donc ça, en fait, ça rejoint un petit peu les résultats d'une étude qui a été menée par des collègues d'Opinion Science qui s'appelle le Grand Switch, où eux, ils ont fait une analyse en fait de tweets, c'est plutôt sur les réseaux sociaux, où ils ont vu uniquement sur le nucléaire, mais ils ont fait aussi sur l'éolien, ce qu'ils appellent un grand switch. C'est vraiment ce que nous, on observe d'une manière factuelle aussi, ce changement de perception et d'adhésion entre l'éolien versus nucléaire. Et après, bien sûr, il y a quelque chose il y a des stigmas qui sont marqués et on l'observe en 2011. Il y a l'effet Fukushima sur la période 2011-2016 qui est très prononcée avec cette notion très accidentogène de nucléaire qu'on ne retrouve plus sur la dernière période. Ouais, qui s'estompe avec le temps. Cédric Philibert, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement essayer de changer l'opinion publique, de renforcer cette adhésion, notamment par rapport à l'éolien qui pose problème? Je crois qu'il faut dissiper certaines illusions déjà. Le nucléaire, aujourd'hui, c'est 60% de notre électricité. Ça a été jusqu'à 78%. Peut-être ça va remonter un peu l'an prochain. Mais le fait est que le parc existant vieillit et c'est inéluctable. On va peut-être prolonger leur durée de fonctionnement de 10 ans, voire de 20 ans. Je doute fort qu'on arrive à la prolonger au-delà de 60 ans. Et puis, je ne suis même pas sûr qu'on arrivera à prolonger toutes les centrales sur cette durée, parce qu'il y en a qui sont plus abîmées que d'autres. Et de toute façon, pour les prolonger, il faut les arrêter, il faut les inspecter, il faut les compléter, il faut ajouter des systèmes de sécurité, il faut remplacer ce qui ne va pas, etc. Donc, la production décline. Et ça, c'est inexorable, parce que c'est l'âge, on vieillit, on décline. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va lancer des nouveaux réacteurs. Quoi que je puisse dire ici… Ça va prendre du temps. Non, c'est pas ça, mais le Parlement va les lancer. Je peux bien dire, moi, je pense qu'on n'en a pas besoin, mais ça ne sert à rien, donc je ne le dis pas. On va les lancer. Il y en aura, on va en lancer 6, vraisemblablement. Le Parlement est à fond pour. Voilà, ça va se faire. Mais on les aura quand? En 2037, en 2038, 2039. Je veux dire, on a lancé l'EPR de Flamanville en 2005, il devait être là en 2012. On est en 2023, il n'est pas démarré. Et maintenant, on ne sait pas si, quand on l'aura démarré, il ne faudra pas l'arrêter pour changer le couvercle, et puis peut-être aussi pour changer la conception de la cuve, parce qu'à Taishan, on a vu qu'elle n'était pas très bonne, etc., etc. Donc, peut-être qu'un jour, on aura du nouveau nucléaire, peut-être. Mais ce que je pense, c'est qu'on est obligé, si on veut retrouver un tout petit peu de souveraineté énergétique et puis décarboner notre économie, on est obligé de développer les renouvelables comme s'il ne devait pas y avoir de nucléaire. Suivre non pas le scénario N02, qui est implicitement celui que veut suivre le président de la République, donc aller vers 50% de nucléaire et 50% de renouvelables. Non, il faut suivre, je veux bien qu'on lance ces 6 EPR, mais dans le même temps, il faut faire comme si on suivait le scénario M23, celui qui pourrait, s'il était prolongé, et si le nucléaire n'arrive pas, nous donner quand même la possibilité de retrouver un bilan électrique équilibré, voire légèrement excédentaire, exportateur, et décarboner en même temps notre économie en passant la consommation d'électricité de 475 TWh aujourd'hui à 645 d'ici 2050 en électrifiant l'industrie, les bâtiments, les transports. Voilà,
Donc, il faut expliquer ça. Il faut expliquer que d'abord, dans les scénarios nucléaires, on a quand même besoin de multiplier par 2,5 la production éolienne par rapport à maintenant et par 7 la production photovoltaïque. Et dans les scénarios sans nucléaire, qui est ceux qu'on devrait suivre au moins au début, on ralentira après si on veut, il faut aller beaucoup plus vite. Il faut viser une multiplication par 7 de l'ensemble de l'éolien terrestre et maritime par rapport à la puissance éolienne qu'on a aujourd'hui, et par 20 la puissance photovoltaïque. La pédagogie, ça peut suffire, Patrick Jolivet, à faire changer l'opinion publique sur ce sujet? C'est sans doute pas qu'une question de pédagogie, mais ce qui est sûr, c'est que le débat public sur ces questions est absolument fondamental. Et on voit bien que, au regard des expériences passées, que ce soit la Convention citoyenne pour le climat ou la récente Convention citoyenne sur la fin de vie, qui sort du champ que l'on traite aujourd'hui, mais que quand on prend le temps d'expliquer aux citoyens des objets complexes, des enjeux complexes, ils sont capables de s'emparer de ces questions et d'avoir des conclusions, des réflexions et des conclusions qui vont à l'encontre de leur perception initiale. Si on prend un exemple pour nous ramener aux questions énergétiques de la Convention citoyenne pour le climat, donc les 150 personnes qui se sont réunies pendant un peu moins d'un an pour proposer des mesures, en entrée de Convention citoyenne pour le climat, il y a eu une enquête de fait auprès des 150 Français pour leur demander l'état de leur opinion, ce qu'ils pensaient de la politique, quelles mesures il faudrait prendre selon eux. Et il y a eu une question qui a été posée, c'est frappant, sur la limitation de la vitesse sur autoroute. Et la majorité des 150 citoyens français qui rentraient dans cette convention, en début de convention, étaient contre la limitation de la vitesse à 110 km/h sur l'autoroute. Et ça, c'est parfaitement conforme à l'état de l'opinion publique aujourd'hui. Nous, on le voit année après année. C'est une des questions qu'on pose dans notre baromètre, la représentation sociale du changement climatique. On a moins de 46%, je crois, la dernière fois, en 2022, et une majorité de Français qui est opposée à la limitation à 110 km/h sur l'autoroute. Or, cette mesure fait partie des mesures proposées par les 150 citoyens en fin de convention. Donc après discussion. Ça veut dire qu'après discussion, après débat, quand vous prenez conscience des enjeux, quand vous prenez aussi conscience des alternatives, des mesures possibles, des arbitrages qu'il va falloir faire, vous êtes capable de prendre des options qui sont spontanément pas celles que vous auriez choisies naturellement. Donc, oui, bien sûr que la pédagogie, l'explication, mais aussi le débat, c'est une position qu'on a souvent à l'ADEME, il ne faut pas réduire ces questions de transition à des objets techniques. Ce sont d'abord et avant tout des choix de société, ce sont d'abord et avant tout des questions politiques avant d'être des questions techniques ou économiques. Il faudra une convention citoyenne, donc peut-être sur l'éolien. Guillaume Gontard, alors qui n'est pas là, mais j'avais échangé avec lui avant cette table ronde, posait la question de l'outil, du meilleur opérateurs pour installer et développer ces énergies renouvelables sur le territoire, entre le public et le privé. Aujourd'hui, c'est plutôt le privé qui a la main. Lui est milité pour que ce soit un peu comme pour EDF en son temps, un opérateur public qui permette un développement peut-être plus harmonieux sur le territoire et avec la population. Qu'est-ce que vous en pensez, Cédric Philibert? L'opérateur public n'a pas un rond. Donc, heureusement, on peut flécher les budgets. Heureusement que les opérateurs privés, et d'ailleurs l'éolien et le solaire ne se sont développés que lorsqu'on a autorisé les opérateurs privés à entrer dans le jeu énergétique, et ils préfinancent totalement les installations, c'est financé sur argent privé, en échange d'une garantie d'achat sur 15 ans qui en fait s'avère bénéfique à la fois pour l'acheteur et pour le vendeur. Ça donne une garantie au vendeur, ça lui permet d'avoir des prêts bancaires à faible taux, mais ça c'est aussi une garantie pour l'acheteur. Et d'ailleurs, pour les Français, ça s'est retourné au deuxième trimestre 2021, quand le prix de l'électricité sur les marchés est devenu supérieur au prix des appels d'offres, au prix auquel chacune des unités de production avait été mise. Et donc, le mécanisme du complément de rémunération qui a été donné aux éoliennes au début et au solaire et à la bioélectricité s'est retourné à partir de 2021. Et aujourd'hui, ce sont les éoliennes qui rapportent énormément d'argent à l'État, puisque c'est sur 2022 et sur 2023, c'est 30 milliards. Donc, voilà, heureusement. Et ça finance une bonne partie du bouclier énergétique qui fait qu'on n'a pas eu une grosse augmentation du prix de l'électricité, contrairement à beaucoup de gens ailleurs en Europe. Donc voilà, ça n'augmente pas la dette publique. Par contre, comme aucun privé ne veut financer des grosses centrales nucléaires,
le nucléaire sera financé sur dette publique, obligatoirement. C'est un avis que vous partagez, Patrick. L'outil public ne pourrait pas permettre une meilleure acceptabilité dans l'installation et le développement des ENR par rapport au privé, qui ont peut-être d'autres objectifs de rentabilité, de démarchage, on va dire, commune contre commune, par exemple? Ce qui est certain, c'est qu'il faut les deux, que tout ne pourra pas être financé par l'argent public. Maintenant, la majorité des investissements dans la transition sont des investissements des ménages et des entreprises. Nous, dans les scénarios de transition vers la neutralité carbone qu'on a élaborés et dans leur évaluation macroéconomique, ce qu'on montre, c'est qu'il faut en gros doubler la part des investissements verts dans le PIB d'ici 2050 et que ces investissements ils seront réalisés très majoritairement à 80% par les ménages et par les entreprises. Pourquoi? Parce qu'une énorme partie des investissements, en fait, c'est lié à la mobilité. Et donc, c'est l'électrification du parc de véhicules. Donc, l'argent public est nécessaire pour impulser ces transitions, pour apporter un certain nombre de garanties. Mais c'est sans commune mesure. Dans nos scénarios, on estime qu'il va falloir, alors ça dépend évidemment des scénarios et des trajectoires bas carbone qu'on retient, mais il va falloir à minima 15-20 milliards d'euros d'argent public par an. Ça peut paraître énorme, c'est moins d'un point de PIB. Hein. Donc, à hauteur d'un pays comme la France, d'un point de vue macroéconomique, c'est absolument pas hors de portée. Cédric ? Si je peux ajouter un mot, il y a effectivement aussi une autre solution que le privé et le public, c'est le collectif. Souvent, il y a une part de privé, mais il y a des investissements qui sont ouverts aux gens du coin, qui sont ouverts aux gens du département, qui sont ouverts, parfois ça va sur toute la France. Il y a beaucoup d'investissements qui sont comme ça, mais il y en a beaucoup plus sous cette forme où il y a un financement participatif des citoyens et une gouvernance éventuellement citoyenne également. Ça a été beaucoup plus développé en Allemagne, au Danemark que chez nous. Et nous, on n'a pas bien su faire. Donc, c'est vrai que c'est un projet qui est soutenu par des gens qui mettent leur argent dedans, qui habitent le coin. Ça aide généralement, ça convainc. Ça, c'est important ce que dit Eric sur ce sujet. On voit que dans nos enquêtes, les Français sont très majoritairement pour le développement d'offres locales d'énergie. Ils sont prêts à payer un peu plus cher pour cela. Et on voit aussi que l'acceptabilité, pour reprendre un terme par ailleurs vis-à-vis duquel on est assez critique, de l'éolien est beaucoup plus fort quand il est porté par des communautés locales. Et donc, justement, c'est aussi pour ça qu'on est critique vis-à-vis du terme d'acceptabilité, c'est-à-dire que dire que les éoliennes ne sont pas acceptées, ça fait complètement l'impasse sur les dimensions techniques, économiques, politiques et de gouvernance des projets. Et c'est ces différentes dimensions qu'il faut regarder avant de conclure sur le fait que les éoliennes seront acceptées ou non sur tel ou tel territoire. Bon, il y a quelques initiatives, notamment en Isère avec Énergie citoyenne qui, pareil, par rapport à… Pas que, il y pas a que, non, ou les autres. Il y a les centrales villageoises. Grisier 21, Buxia Énergie. Oui, il y a beaucoup d'initiatives, effectivement, qui associent la population sous forme de collectif. Karine, bon, j'ai compris que pour l'instant, la chaire démarre et qu'il n'y a pas encore vraiment d'études publiables, mais est-ce qu'il y a des enseignements, des premiers enseignements qui peuvent être tirés des premiers travaux effectués par les étudiants? Au-delà de ce que j'ai présenté tout à l'heure, qui est développé avec Frédéric, il y a un autre projet en fait qui est porté d'ailleurs par ma collègue qui est présente ici, Anne-Lorraine Vernet, et Eduardo qui est aussi dans l'amphi, je l'ai vu, qui vient d'arriver du Mexique, où on va réfléchir justement à co-construire de nouveaux modèles qui vont concilier. Alors là, je vais citer les mots de Patrick Jolivet, qui justement, et je suis d'accord, à juste titre, le mot acceptabilité est peut-être mal choisi parce que ça rejoint une notion assez binaire. Mais donc des modèles qui vont concilier, alors là je cite vos mots, désirabilité, faisabilité et conditions de réalisation. L'objectif de ce projet, en fait, il est central dans ce nouveau cycle de recherche, puisqu'on va essayer de réfléchir à de nouveaux modèles qui permettraient justement d'améliorer cette adhésion et comment on peut passer d'une étape où on a un projet qui va capoter justement parce qu'il y a un problème d'adhésion à un projet qui va fédérer dans son ensemble toute la communauté au sens large du terme. On a deux phases. La première phase, c'est une phase très théorique où on va regarder qu'est-ce que nous raconte la littérature justement sur ce terme d'acceptabilité, puisque c'est le terme technique que les scientifiques ont choisi, et essayer de voir justement quel business model, donc quel marché d'affaires permettrait de passer de cet état à un état fédérateur.
Et pour cela, on a besoin de comprendre les différentes caractéristiques du marché d'affaires. La première, ça a été cité tout à l'heure par les partenaires de la chaire, c'est quelle est la proposition de la valeur. Et là, on voit que sur ces projets-là, les valeurs sont plurielles. Il y a différents acteurs qui vont être plus ou moins directement concernées. Les parties prenantes, elles peuvent être directes et indirectes. Le développeur de projet, par exemple, va créer de la valeur, mais il va aussi en détruire pour certaines autres personnes qui vont justement être des citoyens qui habitent à côté. Donc là, l'idée, c'est déjà de bien comprendre en fait quelles sont toutes ces valeurs. Ensuite, il faut comprendre comment on va délivrer cette valeur. Donc toujours en étant développeur de projet, qu'est-ce que je dois mettre en place pour être en capacité d'offrir justement cette proposition de valeur? Quels sont les processus que je dois mettre en place, des modèles de concertation, etc. Et donc là, on voit bien que la transmission de valeur est très importante. Les développeurs de projets, ceux qui vont initier ces projets, doivent s'assurer justement des points de friction et donc informer et éduquer toutes ces parties prenantes. Donc, il va essayer de voir quels sont les champions locaux. Peut-être que ça va être des communautés justement d'énergie citoyenne ou d'autres canaux, mais il a besoin d'identifier ça. Et enfin, il faut qu'il s'assure qu'il capte la valeur, non seulement lui, mais aussi toutes ses parties prenantes, donc la vente de l'électricité, bien évidemment, les compensations, les taxes, on a dit, au niveau des collectivités, etc. En termes académiques, pour nous, il y a plusieurs intérêts parce que ces modèles d'affaires, ils sont différents des modèles d'affaires classiques, parce qu'on a différentes parties prenantes qui sont très diverses. On a aussi une phase amont qui est très importante, qui est d'appropriation, parce que le temps que le projet soit mis en place et développé, en fait, on doit s'assurer de cette adhésion en amont, etc. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est compliqué, c'est que cette capture de valeur, elle est non connue. Parce que si la vente d'électricité, voilà, il y a des tarifs, il y a des contrats, etc., tous les coûts justement de cette non-adhésion sont inconnus et vont évoluer dans le temps et en fonction du périmètre, justement, tout dépend de la configuration des modèles. Mais donc là, l'idée, c'est qu'on va regarder différentes infrastructures, éoliennes, hydrogène, méthanisation, agrivoltaïsme, on est peut-être un peu ambitieux, et on va voir différents modèles d'affaires, on va les comparer, donc les communautés d'énergie citoyenne, les systèmes par appel d'offres, les boucles locales d'énergie, et on va essayer de voir en fait comment on peut tirer bénéfice de tout ça pour, dans un deuxième temps, une fois qu'on aura développé, on va dire, un modèle d'affaires type, si on y arrive, d'aller le tester sur site. Très bien. Avant de prendre des questions dans la salle, je voulais revenir sur ce qu'on a vu au début, en ouverture de cette table ronde. On a les 4 scénarios qui pourraient permettre d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Je parle au conditionnel. Patrick Jolivet, c'est quoi la neutralité carbone ? Alors, ça a été expliqué très rapidement. Le principe, c'est de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre qu'on est capable d'en absorber. Donc, il y a 2 aspects. Il y a les émissions de gaz à effet de serre, issues notamment des énergies fossiles, l'utilisation d'énergies fossiles, mais pas que, c'est beaucoup dans l'agriculture. Et puis, il y a la notion de l'absorption. Et donc, dans nos scénarios, on a proposé 4 voies contrastées. Pour absorber du carbone, vous avez ce qui est disponible actuellement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les puits naturels, les forêts, les prairies, etc. Et qu'il faut augmenter. Qu'il faut développer. En France, ils ont plutôt tendance à diminuer parce qu'ils se dégradent. Donc, il y a les puits naturels. Et puis, il y a un certain nombre de technologies qui sont plus ou moins matures. Alors, vous avez ce qu'on appelle le CCS, Carbon Capture and Storage. Donc on va capter du carbone pour faire de façon très simplifiée, en haut des cheminées. On va récupérer le carbone qui brûle. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est disponible, qui est onéreuse, mais qui existe. Et puis, il y a les technologies. Donc ça, on l'utilise dans le deuxième scénario, c'est encore un scénario de sobriété. Et puis dans les scénarios de moindre sobriété, le 3 et le 4, on fait le pari de technologies qui sont moins disponibles ou à l'état de pilote. Alors, aller chercher sur des chaudières biomasse, par exemple, utiliser de la biomasse. Donc, vous faites pousser des arbres, là aussi je simplifie, mais pour donner une image, vous faites pousser des arbres, ça capte du carbone, vous brûlez les arbres, ça crée de la chaleur, vous faites de l'électricité ou des réseaux de chaleur, et vous allez capter le carbone en sortie de cheminée et que vous allez stocker. Et donc, ça permet de capter du carbone naturel. Et puis, il y a encore une dernière technologie qui est encore plus aujourd'hui à l'état de prototype, dont on n'est absolument pas sûr qu'elle sera mature et généralisable à 2050. C'est ce qu'on appelle les DACS, le Direct Air Carbon Capture and Storage.
là encore, pour donner une image, c'est des aspirateurs à carbone dans l'atmosphère. On va chercher du carbone et on le stocke dans le sol. Donc, certains parient sur ce type de technologie pour atteindre la neutralité carbone et pour équilibrer les puits et les émissions. On a appelé notre 4e scénario le scénario du pari réparateur. Pour nous, ça relève plus du pari que d'une hypothèse crédible et réaliste, en tout cas aujourd'hui. Aujourd'hui, Cédric Philibert, lequel de ces 4 scénarios a votre préférence? Ah non, je crois que le vrai sujet, c'est de baisser les émissions de carbone. Et d'ailleurs… il faut bien choisir une stratégie. D'ailleurs, le CCS, si c'est sur du Captage fossile, de ça ne fait pas des émissions négatives, ça fait juste moins d'émissions. Non, alors moi, si vous me demandez, je pense que le choix technique va jouer beaucoup, qu'on ne va pas faire tout avec la sobriété. C'est ce que j'explique un peu dans la dernière partie du bouquin, c'est tous les yaka. Et dans les yaka, il y a qu'à faire la décroissance. Non, la décroissance, non. Alors la sobriété, oui, il en faut. Ça a fonctionné cet hiver. Un simple changement de comportement a fait baisser la consommation. Ça nous fait 20%. C'est très bien, c'est utile. On peut pas courir après les émissions de l'aviation, par exemple, si on n'arrête pas de prendre l'avion pour un oui ou pour un non, et on peut pas suivre une croissance qui est exponentielle, etc. Il faut sûrement manger moins de viande de bœuf et plus de légumes ou à la rigueur de viande de poulet, parce que les émissions de gaz à effet de serre, c'est 10 fois entre le poulet et le bœuf. Bon, voilà. Donc il y a des choses qu'il faut faire qui sont de la sobriété. Mais fondamentalement, il faut réduire les émissions mondiales par au moins un facteur 6. Si ce n'est pas plus, le GIEC n'est pas très clair là-dessus. Ça veut dire que pour les pays riches, c'est au moins un facteur 10, et on ne va pas réduire notre économie par un facteur 10. On ne va pas diviser notre économie par 10. Il ne faut pas se raconter des histoires. Donc, les gens qui refusent, souvent, on a des gens qui refusent les renouvelables. Alors, ils ne veulent pas de nucléaire, ils ne veulent pas non plus de fossiles, et ils disent c'est la sobriété. Ben, non, la sobriété, ça fait partie, mais ce n'est pas la solution avec un grand L ou un grand S au choix. C'est un élément d'un panier de solutions dans lequel je pense que les énergies renouvelables, l'éolien et le solaire sont les acteurs principaux. Karine, vous les avez testés, ces 4 scénarios auprès de vos étudiants. Qu'est-ce que ça a donné? Oui. Est-ce que tu m'autorises après à parler du 3e projet? Je n'ai pas eu le temps. Ah oui, c'est vrai que je t'ai coupé. Alors, les étudiants, en effet, c'est vrai que très rapidement, ce sont dans un programme international. Donc, je me retrouvais dans des groupes constitués de Kazakhs, Russes, Ukrainiens, pas dans le même groupe, Chinois, Américains, Canadiens, Norvégiens. Et je leur ai fait… un beau panel. Jouer les 4 scénarios de l'ADEME en début. C'est un cours de 15 heures. Et au départ, le scénario de frugalité, donc celui qui est vraiment axé sur la sobriété, ils ont eu des réactions vraiment épidermiques. Non, nous sommes la génération sacrifiée du Covid. Je ne vois pas pourquoi on devrait jouer ce jeu et s'interdire de voyager, de consommer, etc. Et puis, on a parlé d'inégalité climatique, de crise énergétique, de décroissance. Jamais j'aurais pensé que je pourrais faire ça ici à Grenoble École de Management. Et il se trouve que finalement, le pari réparateur, ça leur faisait peur, mais ils sont allés de plus en plus du scénario 4 vers le scénario 1. Et finalement, certains comportements leur semblaient peut-être adaptés, mais à la seule condition qu'ils ne soient pas les seuls. Ça a été vraiment… Oui, madame, mais il ne faut pas que je sois seule. Alors, la dernière chose, et c'est en lien avec ce que disait tout à l'heure Cédric, il y a un 3e projet qui est développé avec mes collègues qui sont ici présents, donc Joachim Schleich et Valeria Fangela. C'est une approche plus microéconométrique pour essayer de comprendre en fait les biais comportementaux. Et l'idée ici, c'est d'expliquer les biais de perception de technologies bas carbone. Donc là, encore une fois, on va se concentrer sur le nucléaire et l'éolien. Et vous avez vraiment validé le fait que ces énergies-là et ces infrastructures étaient les plus connues. Et on a besoin de ça pour tester nos hypothèses. Et l'idée, c'est de voir est-ce que l'identité sociale ou personnelle, est-ce que le NIMBY ou est-ce que d'autres caractéristiques peuvent avoir un biais en fait, de perception. Et on va mettre en place des enquêtes où on va inciter les gens à choisir la bonne réponse. D'autres auront la même enquête, mais on ne va pas les inciter. Et on va regarder s'il y a des différences entre les deux, ce qui va nous permettre donc d'identifier ces biais.
Et après, on a un deuxième sous-projet qui est très important, c'est de voir si on peut pas mettre justement de nouvelles mesures, de les tester pour voir si ça peut améliorer l'adhésion sociale de personnes qui habitent à proximité d'infrastructures. Donc là, comme en biologie, on va faire un traitement, on va regarder avant, après le traitement, est-ce que ça a changé l'adhésion sociale des riverains, et on aimerait bien, par exemple, tester la mesure que je vous ai présentée tout à l'heure en introduction, qui n'est pas introduite dans le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Si jamais on donnait de l'argent pour compenser le fait qu'il y ait une infrastructure à proximité de chez eux, ou si on mettait cet argent dans un pot commun pour la communauté, la municipalité, pour planter des arbres, est-ce que ça changerait leur perception? Merci de cette occasion. Désolée, je l'ai prise. Ce sera un bon test. Je crois que ça faisait partie de la loi, puis ça a été retiré, ce que disait Cédric Philibert. Il nous reste quelques minutes, donc l'idée aussi, c'est de pouvoir vous donner la parole pour quelques questions, si vous en avez. Alors, il y a un micro, normalement, qui… sinon, je vous l'apporte. Alors, je vais prendre Karine. Ouais. Allez-y. Rebonjour, j'ai déjà pris la parole, je la reprends. Je voulais juste avoir votre sentiment à tous les intervenants sur 3 facteurs qui, à mon avis, vont à l'encontre d'une adhésion sociale sur ces questions de transition énergétique. Alors, je vais le faire un peu à la hache parce qu'il faut aller vite. Un, je pense qu'il y a une responsabilité très importante dans les grands médias sur ce qui est diffusé, sur le fait qu'il y a beaucoup de reportages à charge. Il y a peu d'expertise qui est amenée sur ces grands médias-là pour contrebalancer un certain nombre d'idées fausses. Je n'ai pas peur de le dire. Le deuxième, c'est les politiciens. Alors, c'est pareil, je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais globalement, la qualité du débat politique sur ces questions-là est rarement à la hauteur, et ça a été un peu le cas dans la dernière campagne présidentielle. Et puis le troisième, c'est les réseaux sociaux, qui aussi sont un relais d'idées fausses qui sont repris par des trolls avec parfois des commentaires haineux pour ceux qui prônent autre chose. Enfin, il y a une exclusion de la confrontation argumentée qui est quand même très inquiétante. Qu'est-ce qui répondent sur l'éco-médiatique? Vous en parliez un peu, Cédric Philibert. On donne trop d'importance aux oppositions sur ces énergies renouvelables? Déjà, pendant 20 ans, on a toujours mis en scène un scientifique du GIEC et un climato-sceptique. C'était absurde, alors que les scientifiques qui étudient le climat sont à 99% convaincus de la réalité du changement climatique et de son caractère anthropique. En fait, le caractère anthropique, on le savait même avant de mesurer le changement climatique, donc ce n'était pas la question. Et pendant 20 ans, on nous a amusés avec des fausses questions qui ne se posaient pas. Oui, il y a évidemment un certain manque de formation ou de questions pertinentes dans certains médias. Il y a évidemment sur les réseaux sociaux, c'est le lieu d'une bagarre sordide sur beaucoup de ces questions, où on voit revenir sans arrêt les mêmes interpellations et les mêmes questions. Il y en a qu'on n'a pas abordé ce soir. L'intermittence qui fait que voilà, la transition énergétique allemande qui est une catastrophe, alors qu'on a réduit la consommation de charbon de 35% en Allemagne en 10 ans grâce aux renouvelables. Voilà, il y a des trucs qui reviennent sans arrêt, et si on essaye de répondre, on s'épuise parce que ça n'en finit pas, quoi. Oui, je crois que l'intervenant a tout à fait raison. On a une difficulté, il faut se battre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui. Patrick va compléter. Juste en complément sur le climato-scepticisme, en complément et pour aller tout à fait dans le même sens que Cédric, nous, selon nos enquêtes, on constate en fonction de la manière dont on pose les questions, il y a encore entre un cinquième, un quart, au maximum un tiers de climato-sceptiques en France. Mais la bataille de l'opinion, c'est encore beaucoup, c'est encore beaucoup, mais quand on regarde historiquement depuis 25 ans, la bataille de l'opinion, elle est plutôt gagnée. On a en gros les 3/4 des Français au moins qui sont convaincus des causes anthropiques du réchauffement climatique. Donc, il faut encore se battre, il faut encore faire vœu de conviction, mais la bataille de l'opinion est plutôt gagnée.
Sur les politiques, alors je peux vous renvoyer à une étude qu'on a sortie il y a maintenant 2-3 ans sur notre enquête que j'ai citée plusieurs fois sur la représentation sociale du changement climatique. On fait des enquêtes auprès de publics particuliers et on a fait 2-3 fois d'enquêtes auprès des parlementaires. Donc l'édition, 2019 ou 2020, une enquête sur les parlementaires donc qui vous éclairera sur, en fonction des groupes politiques, sur comment se positionnent les différents groupes politiques sur ces sujets-là. Un témoignage plus récent, quand on a produit ces scénarios transition 2050 vers la neutralité carbone, on a lancé ce programme. C'est un programme assez ambitieux qui a mobilisé une centaine d'experts de l'ADEME sur 2 ans et qu'on a lancé en 2018-2019. Et dès le départ, on s'est dit le point d'arrivée, c'est l'automne 2021 pour contribuer à alimenter les débats de la prochaine élection présidentielle. Donc, dès 2 ans et demi avant, on se disait il faut que le point d'arrivée, ce soit l'automne 2021. Et vous avez vu quel a été notre brillant résultat, puisque tout le monde s'est emparé de nos scénarios, comme vous l'avez constaté. Juste un élément par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Cédric, c'est des choses que dans notre analyse textuelle, le topic modeling, on a un cluster vraiment sur la comparaison avec l'Allemagne et qu'on retrouve avec l'intermittence, énergie renouvelable égale plus de charbon, ce genre de choses. Ensuite, encore une fois, sur l'analyse des réseaux sociaux, je vous renvoie à l'étude que je vous ai mentionnée là d'Opinion Science. Et ce qui montre en fait, c'est que c'est un réseau qui est très très bien organisé parce que c'est une minorité qui en fait se diffuse, se propage et qui est très 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 organisée. Ça marche très bien. Et la dernière chose que je voudrais dire par rapport au projet avec Frédéric, on a une hypothèse en fait qu'on aimerait bien étudier, c'est est-ce que la légitimité, par exemple, du nucléaire se renforce au détriment de celle des renouvelables. C'est parce que la légitimité des renouvelables s'amenuise que celle du nucléaire est renforcée. Est-ce qu'il y a des vases communicants? Ce sera un des sujets peut-être à discuter prochainement. Une question, oui, dame. Ma question, premièrement, j'aurais voulu revoir le schéma bleu, le schéma où on voyait en bleu le coût nul des énergies éoliennes. Ouais, stop. Voilà celui-ci, parce qu'on n'a pas très bien compris le bleu. Mais je voulais aussi parler au début, vous avez dit que on ne comprenait pas pourquoi les Français désignaient le nucléaire comme une des causes du retard du réchauffement climatique. Oui. Mais en fait, si on réfléchit bien, toute cette communication qu'on a, toute cette culture dans laquelle on baigne depuis l'époque Parlez bien dans le micro. Depuis l'époque des centrales, c'est une culture où l'énergie coûtait rien. On n'avait même pas isolé les bâtiments et on nous a un peu baigné là-dedans en prenant pas en compte le coût de la restructuration des usines nucléaires, etc. Et donc, ils ne sont pas si tort que ça, les Français, de désigner le nucléaire comme étant peut-être une des causes. C'est-à-dire qu'on a utilisé l'énergie comme si ça n'avait pas d'importance d'ouvrir les fenêtres quand on chauffait, quoi. Mais voilà, c'était… Donc, la culture aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans cette même culture et que c'est pour ça qu'on a du mal en France? Voilà. Je vais répondre, si vous voulez bien, sur la première question. Pourquoi il y a des potentiels très importants de réduction d'émissions? Là, c'est en milliards de tonnes annuelles. Donc, ce n'est pas négligeable, qui sont à coût nul, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de situations où faire du solaire ou de l'éolien, c'est juste moins cher que n'importe quelle autre solution carbonée. Et donc, substituer une énergie non carbonée comme le solaire ou l'éolien à une énergie carbonée, ça ne coûte rien. Et donc, la réduction, il faut investir, mais ça rapporte en économie, etc. Donc, c'est une solution moins chère pour avoir l'énergie dont on a besoin. Donc, la réduction des émissions de CO2, en l'occurrence, ne coûte rien. C'est ça qu'on désigne par des potentiels à coût nul. Et c'est les deux technologies. Il y a quelques années, le photovoltaïque, notamment, a atteint un premier palier qui a été c'est moins cher de construire une centrale solaire qu'une centrale à charbon, puis de mettre du charbon dedans. Et maintenant, on est arrivé au stade, ce n'est pas encore tout à fait vrai pour l'éolien, où c'est moins cher de mettre du charbon c'est moins cher de construire du solaire que de mettre du charbon dans une centrale qui existe déjà. Donc, rien que la substitution au combustible, c'est moins cher. Et l'éolien suit un petit peu derrière, c'est un petit peu plus cher, ça dépend des endroits, évidemment. Sur la deuxième partie de la question, je ne pense pas qu'on puisse dire de toute façon que
centrales nucléaires contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Par contre, ce que je comprends de votre question, c'est qu'effectivement, on a eu une énergie abondante et bon marché en France pendant des décennies qui a induit des surconsommations énergétiques. Et qu'aujourd'hui, on en paye le prix, et notamment les appels à la sobriété sont un revirement de la politique publique. Là où on a plutôt, pendant des décennies, incité ou laissé faire des solutions technologiques assez énergivores parce qu'on avait une électricité bon marché. Alors, le nucléaire ne contribue pas à l'effet de serre, à mon sens. Cela dit, il contribue au réchauffement des rivières et des fleuves sur lesquels les centrales sont installées. Et si vous lisez le dernier rapport de l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, vous apprenez que le Rhône, comme d'autres, a pris environ 2 degrés. C'est une partie due au réchauffement et une partie due aux centrales nucléaires qui sont dessus. On a encore quelques minutes, on a démarré un petit peu en retard. Allez-y. Et on ne parle pas de la baisse de débit du Rhône qui va dans les prochaines années. Donc, à un moment, on n'aura plus d'eau pour refroidir les centrales, hein. Sans parler qu'on la chauffer. Juste, moi, je travaille pas mal en collectivité avec les collectivités. On a pas mal parlé de projets d'ENR. À un moment donné, il faut qu'ils atterrissent. Et pour moi, une des problématiques qu'on vit au quotidien, mais les gens de GRDF aussi, c'est que les élus ne sont pas du tout formés, acculturés. Je parle des élus, les parlementaires, on a bien vu le résultat de la démarche des scientifiques en début de mandat, quoi. Personne n'a jugé bon d'aller se former. Et en fait, on a des gens qui sont dans le dogme, à gauche, à droite, pour des raisons différentes, et qui tranchent sur des lois et qui vont trancher demain sur est-ce que c'est acceptable de discuter du sujet. C'est-à-dire que moi, j'ai vu sur des sujets éoliens, des élus qui sortaient de conseils communautaires, qui sortaient de conseils municipaux, qui disent mais même pas, on en parle, ce n'est pas possible. Donc, on ne parle pas d'études de faisabilité, de quoi que ce soit. On est sur du dogme. Donc, pour moi, il y a un vrai gros sujet d'acculturation. Les scénarios, alors j'en parle même pas, parce que quand vous leur dites, en fait, ils vous disent De Gaulle, c'était génial, on a cassé le nucléaire, il faut appuyer sur le bouton, tout va repartir, ça va être génial. Et que vous leur dites, en fait, vous prenez le scénario de RTE, de Négawatt ou de l'ADEME, ils disent tous que de toute façon, à un moment donné, on ne fera pas plus de 50% de nucléaire à moyen terme. Et quand vous leur dites ça, ils disent non, ben on ne nous l'a pas dit ça. Donc, à un moment donné, les projets ENR, il va falloir qu'ils atterrissent quelque part, les gars. Et là, il y a un gros sujet parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses. Enfin, sur la méta, ça passe un peu mieux. Mais sur l'éolien, pas de sujet. Bon, il y a une question pour Guillaume Gontard, mais il n'est pas là, donc ce n'est pas lui qui va répondre. Non, sur le mix, là aussi, on le voit dans nos enquêtes d'opinion, quand on demande quelles devraient, je ne l'ai pas projeté, mais je l'ai sous les yeux, quelles sont les solutions à développer pour assurer l'indépendance énergétique de la France dans les années qui viennent. La première réponse, c'est développer les ENR, quasiment un Français sur deux. On a 3 options. La première qui sort, c'est un Français sur 2 nous répond de développer les ENR. Et après, à peu près à égalité, on a la sobriété, il va falloir baisser nos consommations d'énergie et il faut relancer le parc nucléaire. Donc, c'est la dernière, c'est la première fois qu'on pose cette question-là. Et donc, on voit bien aujourd'hui que, quelles que soient les opinions politiques de chacun, on a une opinion publique qui semble, grosso modo, sur la ligne actuelle du gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut à la fois développer les ENR et maintenir, voire développer de nouveaux nucléaires. On peut tous en penser individuellement ce qu'on en veut. Grosso modo, l'opinion publique est sur cette ligne-là aujourd'hui, nous semble-t-il. L'opinion publique n'est pas sur tous les sujets en ligne avec le gouvernement, mais bon, sur celui-là. Je voudrais rajouter quelque chose. Je pense que ça, c'est tout à l'heure, on a fait la dichotomie public-privé, mais c'est vrai que les communes et les Comcom sont des éléments essentiels. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que souvent, les communautés de communes mettent dans le PCAET des objets production d'énergie renouvelable, par exemple méthanisation. Par contre, les communes sont très frileuses après pour soutenir des projets, alors pour plusieurs raisons. Mais la principale, c'est que comme c'est un projet qui est porté par des acteurs privés, alors nous, la méta, c'est souvent des agriculteurs, il y a toujours une inquiétude du risque politique qu'ils vont prendre. Et donc, ils sont très frileux et ils savent que globalement, le bénéfice, ils ne vont pas l'avoir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils vont installer un équipement de production d'ENR sur leur commune qu'ils vont avoir un bénéfice politique. Et je pense que là, il y a un vrai travail à faire sur la gouvernance et sur le bénéfice local. Vous avez tout à fait raison. Ce qui est sûr, hein, Cédric l'a dit tout à l'heure, nous, dans nos scénarios, on estime qu'il va falloir au moins multiplier par 2 le nombre de mâles éoliennes terrestres d'ici 2050. Et aujourd'hui, on n'a pas de scénario en France ou ailleurs, hein, on n'a pas de scénario vers la neutralité carbone qui fasse l'impasse sur l'éolien. Hein. Ça n'existe pas. Alors, il y a encore le temps de prendre une question. Il y a plusieurs. Thierry, au fond. Tu cries, Thierry.
Ah non, on n'entend Alors pas. non, en fait, on va. Je peux la Alors, poser posez votre question puisque vous avez le micro et puis après, j'avais pas vu. on emmènera le micro là-bas. Désolé, j'ai le micro, je vais en profiter. Ouais. Juste une petite question, c'est qu'on a beaucoup de chance en France au niveau démocratie avec la commission d'enquête parlementaire sur les décisions qui ont été prises depuis 15 ans, 20 ans, avec le défilé des différents présidents, ministre de l'écologie, Hulot, Voynet, Sarkozy, tout le monde. Et cette commission d'enquête démontre quand même des erreurs stratégiques menées au niveau du pays qui ont été prises parce qu'il y avait un mélange un équilibre de pouvoir entre le gouvernement d'un côté et des grandes entreprises comme EDF notamment, et donc des grands patrons ont dit dans ces auditions qu'ils avaient été mis dans une situation, on leur a forcé la main à prendre une décision qu'ils ne voulaient pas prendre. Bon, ma question, c'est aujourd'hui sur le développement des énergies renouvelables, est-ce qu'on est dans le même cas de figure, c'est-à-dire où un État, des couches administratives créent des réglementations qui freinent en faisant du top-down, et où finalement ça freine, ce que vous avez dit un petit peu. Est-ce qu'on est dans la même situation que pendant les 20 dernières années, ou est-ce que ça s'améliore? Alors, on avait Marie-Noëlle Battistel qui était présente tout à l'heure, qui a participé à cette commission d'enquête il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui veut répondre? Moi, je veux bien essayer. D'abord, je vais prendre le rapport de cette commission avec beaucoup de pincettes, parce que je pense que c'était une commission qui avait un objectif politique extrêmement clair, qui était de mettre en difficulté l'ancienne majorité socialiste et écologiste, et pour imposer un agenda le plus nucléaire possible. Bon, après, on a assisté à des choses parfois intéressantes, mais on a aussi assisté à beaucoup de chefs d'entreprise qui disaient moi j'ai tout bien fait, mais c'est mes chefs, c'est les hommes politiques qui ont tout mal fait, et moi je ne vois pas pourquoi les fissures sont apparues, pourquoi c'est la faute des hommes politiques si des fissures sont apparues dans des réacteurs, ni pourquoi c'est la faute des écologistes ou des Allemands. J'ai encore pas compris, donc je vais essayer de lire ce rapport avec bienveillance, mais je le prends quand même en même temps avec une pincée de sel. Voilà. Est-ce que les hommes politiques vont faire mieux? J'en sais rien. Pour l'instant, ce n'est pas du tout démontré. Mais est-ce que les choses qui freinent sont innombrables? Le dernier appel d'offres éolien, par exemple, est un exemple formidable. Ils ont lancé un appel d'offres pour pratiquement 1 gigawatt d'éolien. L'appel a été sursouscrit. Il y avait 944 mégawatts de réponse pour 925 mégawatts de demande. Ils ont éliminé, il y avait 60 dossiers, ils en ont éliminé 48 parce que les gens n'avaient pas bien lu une clause sur les garanties financières qui vérifient qui sont là pour vérifier que une fois que si quelqu'un remporte un appel d'offres, après il fait bien le projet aussitôt et il n'attend pas de retenter sa chance avec un nouveau prix lors des enchères d'après, 3 mois après. Donc il y a des garanties financières pour ça. Si on est désigné et puis qu'on ne fait pas le projet, on paye les garanties financières. Bon, ils n'ont pas bien lu, ils n'ont pas monté les garanties financières au niveau qu'il fallait. Du coup, on les a tous éliminés. Du coup, comme ça, on est sûr qu'ils ne vont pas le faire. Ça, il n'y a plus besoin de garanties financières, on est sûr qu'ils ne vont pas le faire. Et on a finalement cet appel d'offres, ça a été 50 mégawatts de retenue, alors qu'on en fallait 925. Ce n'est pas comme si on avait un problème avec le gaz russe et que si on avait un problème avec le changement climatique. Hein. Non, il y avait un truc que personne n'a compris. Macron d'ailleurs dit on va mieux expliquer la prochaine fois, mais il était impossible de passer outre et de dire on va prendre tout le monde. C'était pas pensable. Hein. Voilà. Donc il y a une espèce de, je ne sais pas si c'est une volonté politique de freiner sur l'éolien, parce que j'ai toujours ce soupçon-là, après tout. Ça a quand même été c'est quand même le chef de l'État qui a dit ça. Du coup, après, depuis 2 ans, les préfets ne signent pas. Hein. C'est les cours administratifs d'appel qui signent à la place des préfets. Les préfets refusent. Ah non, le grand chef a dit qu'il n'aimait pas l'éolien. Ça ne plaît pas trop à sa femme. Donc, non, je ne signe pas. Résultat, voilà, on ne signe pas les projets. On répond négativement ou on ne répond pas. Et puis après, c'est la cour administrative d'appel qui dit il n'y a pas de bonne raison qui a été donnée au refus, donc on accepte le projet. C'est le cas 9 fois sur 10. Donc, ou est-ce que c'est juste un travers bureaucratique? Ils n'ont pas bien lu c'était mal expliqué, mais ils avaient qu'à lire mieux et on ne retient pas les projets. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. Je crois que le micro est monté là-haut. Je vais poser une question
D'abord, merci beaucoup pour la qualité des échanges qui ont eu lieu. Une question sur les 4 scénarios de l'ADEME. J'apprécie beaucoup leur existence parce que c'est une alternative aux différents scénarios de RTE qui, à mon sens, relèvent un biais puisque par nature, ils font la part belle à l'électrique. Si encore les transporteurs avaient fait ensemble une étude, ça aurait été appréciable. Et en particulier, les scénarios RTE ne tiennent pas compte de facteurs comme la ressource matière, par exemple le cuivre. Moi, j'aimerais savoir si les scénarios de l'ADEME intègrent ce type d'éléments. Oui, alors là-dessus, vous avez… Oui, la réponse est oui. On a essayé de faire 4 scénarios dont l'objectif principal, c'était l'atteinte de la neutralité carbone au milieu du siècle. Après, on avait déjà fait des scénarios de prospective énergétique. En 2012, une première fois, puis en 2017, une deuxième fois. On a essayé d'élargir beaucoup le champ pour prendre en compte non seulement cet objectif énergétique, mais également les impacts sur la biomasse, les impacts sur l'eau, sur l'air. Et donc, on a un certain nombre, je ne vais pas tout détailler, mais on a un certain nombre de ce qu'on a appelé des feuilletons, qui sont en fait des rapports complémentaires qui viennent compléter le rapport principal. Donc, si vous avez beaucoup de temps, il y a à peu près 1000 pages de publiées, un scénario de l'ADEME, il y a un rapport principal qui fait 687 pages, et puis il y a une dizaine de feuilletons. Donc, si vous avez du temps et des insomnies, vous avez largement de quoi vous nourrir. Et donc, il y a un feuilleton, je vous dis ça parce qu'il y a un feuilleton sur les ressources, notamment nécessaires au mix énergétique. Donc, il est public, hein, il est en ligne sur le site de l'ADEME. Il y a un site qui s'appelle Les futurs en transition et qui reprend l'intégralité de ce qu'on a publié. Donc, les besoins de ressources pour le mix ont bien été pris en compte. Et on va sortir là, dans les semaines qui viennent un nouveau feuilleton sur l'impact de nos scénarios sur les empreintes. Parce que pour l'instant, on a raisonné en émissions territoriales. Mais évidemment, ce qui compte pour le climat, ce n'est pas les émissions territoriales, c'est l'empreinte globale. Et donc, on va avoir un feuilleton qui va sortir d'ici l'été sur les empreintes matière et empreintes gaz à effet de serre de nos 4 scénarios. Ça sortira dans les semaines qui viennent. Si je peux ajouter juste un mot, je ne suis pas le porte-parole de RTE, mais dans le chapitre 12 de leur étude, l'analyse environnementale, leur étude fait 1000 pages aussi, c'est comme par hasard, il y a une longue analyse des besoins en matériaux de la transition. Et à part ça, les scénarios de RTE ont été calqués sur la stratégie nationale bas carbone qui définissait un taux d'électrification à 55%, qui, à mon avis, est trop faible. Alors, on prend une dernière question en haut. Oui, merci. C'était très, très intéressant. Une dernière question, c'est par rapport à Zéro Émission Vallée. J'ai repris un article de la Tribune qui date de 2020 avec 14 millions injectés par l'ADEME, entre autres, et les pouvoirs publics. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelle est l'implication de GEM dans cet écosystème Zéro Émission Vallée? Alors, il y a une question ADEME, il y a une question GEM. Alors, en effet, Zéro Émission Vallée était une étude de cas du premier cycle de recherche où on étudiait la co-création de nouveaux services énergétiques et on s'intéressait à comment des entreprises qui viennent de différents horizons, des énergéticiens, des équipementiers, un acteur majeur qui est l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc un acteur public, se mettent autour de la table pour mettre en place de nouveaux modèles et de gérer ce problème de l'œuf et de la poule, sachant qu'il faut développer un réseau d'infrastructures tant que les véhicules ne sont pas là, etc. Mais pour vous répondre sur le nombre de stations, le nombre de véhicules, je regarde en haut à gauche Thierry Ravel, donc, qui est président d'Impulsion, ça tombe bien, qui pourra certainement mieux vous répondre au cours du cocktail. Ça va Thierry comme réponse? Mais je dirais 4 stations, 5 stations. 4 stations, voilà. Et pour ma part, ce n'est pas du tout un dossier qui a été suivi au sein de ma direction, donc je pourrais vous mettre en contact avec les personnes concernées, mais ça n'a pas été porté par la direction prospective, économie, recherche, donc je ne peux pas vous répondre. Bon, il est plus facile à lire qu'un rapport de RTE, il y a moins de pages, 180, je les ai comptés. Donc, Éolienne, pourquoi tant de haine de Cédric Philibert aux éditions Les Petits Matins? Il a encore 3 livres à vendre. Cédric, il a fait son marché aujourd'hui, mais bon, si ça vous intéresse, il est là au deuxième rang. Merci en tout cas pour vos questions et l'intérêt que vous avez pris à suivre ce débat. Merci aussi à Patrick Jolivet de l'ADEME. Le mot de la fin à Karine? Merci aussi Cédric, merci aussi à toi Thibault. Oui, je voulais simplement remercier toutes les personnes, comme l'a dit tout à l'heure Fouzia, qui sont dans l'ombre. Donc, je vois Clara-Marie Casquero, Delphine Vidal, bien sûr Isabelle Sauré qui est derrière son écran, Claire Moore, je ne sais pas où elle est,
Katia Zuc qui a aussi co-animé ces rencontres avec moi. Enfin, si j'en oublie, je suis désolée. Christophe Roussy, voilà. Et je voulais aussi remercier nos partenaires, Air Liquide, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, Engie, GRDF et l'ADEME. Merci à tous d'être venus.